Alors bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. C'est vraiment très agréable de vous voir ici réunis dans un seul et même lieu en personne. Ça nous donne un sentiment de normalité, puis ça nous donne de l'espoir que les plus beaux jours sont devant nous. Je me présente, je suis Louise Bienvenue, je suis professeure ici au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi responsable des études de premier cycle, des programmes de premier cycle. Et c'est moi qui ai l'agréable tâche de vous accueillir à cet événement. Et je rappelle qu'il est organisé, cet événement, cette soirée, par le Cégep de Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est donc conjointement que nous avons travaillé à vous accueillir. Dans quelques minutes, on va faire des présentations, des salutations plus protocolaires et vous présenter nos invités qui sont là en bonne et due forme. Mais je voudrais juste avant souligner la présence de quelques catégories d'invités. D'abord, je veux dire un beau bonjour à celles et ceux qui nous suivent en ligne par Facebook Live à travers la page web, la page Facebook, du département d'histoire de l'université. Et j'espère que la technique est au rendez-vous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez. On tenait à cette formule comodale, mais c'est en même temps un peu expérimental. C'est une expérience, en tout cas pour nous. Je tiens aussi à saluer plus particulièrement trois groupes d'étudiantes et d'étudiants qui font partie de notre public sélect de ce soir, pour ne pas dire notre public captif de la soirée. Je parle ici du groupe de l'activité d'intégration du programme Histoire et civilisation du Cégep de Sherbrooke, qui est un cours donné par Marie Bolduc. Je salue aussi le groupe du cours L'Histoire hier et aujourd'hui, qui est offert par Stéphanie Lantier cette session, et également, à tout seigneur, tout honneur, le groupe du cours Stage, pratique et expérimentation que j'ai le bonheur de donner cette session. Alors, je présente aussi des salutations bien cordiales aux représentants et représentantes des différents organismes qui accueillent nos stagiaires en histoire à l'Université de Sherbrooke. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui s'étaient annoncés. J'espère qu'ils sont là et sinon, peut-être qu'ils sont ou elles sont en ligne. Bienvenue parmi nous et merci d'être là. La soirée carrière, c'est en train de devenir une véritable tradition, n'est-ce pas? Une véritable institution, mais je dois dire que cette année, on a trouvé ça un peu plus compliqué à organiser. On a eu peur jusqu'à la fin qu'elle ne puisse avoir lieu, donc c'est vraiment réjouissant de vous retrouver ici. Si nous avons la chance d'être réunis ce soir, c'est beaucoup grâce à la persévérance du comité organisateur, mais en particulier grâce au dévouement de Stéphanie Lantier, qui est chargée de cours à forfait au département d'histoire de l'université et qui a mis véritablement les bouchées doubles ces derniers temps pour qu'on puisse tenir l'événement dans les meilleures conditions possibles. Alors, d'emblée, je la remercie. Nous avons eu aussi un coup de pouce très apprécié de la direction de l'université. Grâce à son soutien, on peut bénéficier ce soir de la confortable salle Maurice O'Brady. Donc, encore une fois, ici, un grand merci. Alors, sans plus attendre, je vais céder le micro à mon collègue Charles Bourget, qui est professeur d'histoire de l'art et responsable du programme. Alors, bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Je pense qu'il est à la bonne hauteur. Alors, il me fait plaisir de vous voir ici. Vous savez peut-être, ceux qui sont dans le cours de Marie avec l'activité d'intégration, que c'est notre troisième occurrence dans l'organisation de la soirée carrière. Donc, on y venait parfois avant, mais maintenant, on est partie prenante de l'activité depuis qu'une passerelle a été développée entre le DEC en histoire et civilisation et le baccalauréat en histoire, qui permet un passage très fluide vers les études universitaires pour nos étudiants qui ont fait histoire et civilisation, en leur permettant d'avoir droit jusqu'à 3 crédits de créditer, en fait, sur leur parcours universitaire.
Donc, la soirée carrière fait partie de toutes ces activités-là qu'on met en place ensemble, conjointement. Et pour nous, c'est une activité particulièrement pertinente parce qu'au cégep, vous savez, c'est un peu différent de l'université. Nos étudiants vont rayonner dans divers domaines par la suite, c'est-à-dire qu'on est un programme préuniversitaire, bien qu'on soit probablement le plus spécialisé du cégep parce qu'on a près de 6 cours en histoire, 7 cours en philo. Donc, on a une concentration disciplinaire qui nous permet de former les étudiants de façon probablement plus spécialisée que des programmes comme sciences humaines. Mais le but reste toutefois d'amener les étudiants à une variété de possibilités universitaires. Donc, nos étudiants peuvent aller aussi bien en droit, en sciences politiques, en histoire, etc. Donc, c'est une réalité qui est fondamentalement ouverte. C'est un préuniversitaire. Évidemment, notre attachement à l'histoire est central dans le programme Histoire et civilisation et ça nous fait toujours un plaisir renouvelé et important lorsque nos étudiants viennent continuer leurs études en histoire qui correspondent de façon intime à notre réalité professionnelle, à plusieurs des enseignants du programme. Donc, mais l'idée, c'est que avec la variété des parcours professionnels qui sont possibles, mais nous, on s'en sert aussi comme quelque chose qu'on présente de manière un peu plus ouverte, c'est-à-dire que ça nous permet, dans le cours de Marie, par exemple, de bien montrer que peu importe le choix de programme universitaire, souvent, on peut, dans la vie professionnelle, bifurquer, avancer, changer d'orientation, et ça donne vraiment un ton intéressant, nous, à notre réflexion sur le parcours des études supérieures au cégep. Donc, pour nous, c'est vraiment très pertinent et on est très heureux de participer à l'organisation de cette soirée-là qui correspond tout à fait avec nos aspirations. J'aimerais remercier aussi notre directrice de secteur, Valérie Lefebvre, qui a encouragé le projet depuis le début, et notre directeur des études aussi, Éric Gagné, qui sont vraiment partie prenante du projet depuis le début de l'organisation de la passerelle et plus particulièrement de la soirée carrière. Ils doivent être dans la salle, là, je ne les vois pas pour le moment, mais je pense que... Ah, ils sont là. Voilà, parfait. Parce que vous savez que l'accès à la salle a été un peu plus compliqué qu'on pensait. Donc, j'avais peur qu'ils ne se soient pas retrouvés. Donc, merci Valérie et Éric d'être présents parce que c'est grâce à vous et à votre soutien que toutes ces activités-là peuvent se mettre en place. Donc, nous, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. On va vouloir développer la passerelle selon d'autres axes. On est ouvert à tout ça. Et on est vraiment très content d'être avec vous ce soir, d'autant plus qu'il y a de nos anciens étudiants qui sont aussi sur le panel des représentants des différentes carrières en histoire, et on en aura d'autres dans les années à venir. À chaque année, on a au moins 1 ou 2 participants qui sont aussi de nos anciens étudiants, là, donc c'est particulièrement significatif. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais vous reparler tout à l'heure, mais sur un autre dossier. Cette année, on fête les 15 ans du programme Histoire et civilisation et je vais venir vous montrer une petite production qu'on a faite pour célébrer cette affaire-là. À tout à l'heure. Alors, merci pour cette belle désinfection qui me permet maintenant d'annoncer mon collègue, Benoît Grenier, qui à son tour va venir nous dire quelques mots. Pour cette désinfection réussie. Quelle joie, là je dis ça, j'ai les spots en plein visage, mais quelle joie de vous revoir. Je vous vois peu, je vous vois derrière vos masques, je ne vois pas vos sourires ou votre ennui, mais peu importe, je vous vois. On a pu vous revoir à Sherbrooke, on a été chanceux, on vous a enseigné. Moi, j'ai enseigné ici dès l'automne dernier aux étudiants de première année en donnant le cours d'introduction à l'histoire du Canada. C'était déjà un bonheur et on se sentait privilégié. Mais maintenant, on vous retrouve dans un contexte un peu différent parce que étudier, que ce soit au cégep ou à l'université, c'est aussi
et non seulement le volet académique, mais c'est aussi la collégialité, le partage, les échanges, la connaissance mutuelle. Et on va s'entendre sur le fait que c'est ce qui nous manque énormément cette année. Alors de vous voir dans un contexte qui est quand même formel, qui n'est peut-être pas parfait, à 2 mètres de distance et sous couvre-visage, c'est quand même un très, très grand bonheur. Je veux moi aussi remercier très chaleureusement Stéphanie Lantier, qui a été la grande instigatrice de cette soirée. Franchement, sans elle et sans le soutien de nos collègues de la haute direction, je regarde la vice-rectrice aux études, Christine Hudon, dont je salue la présence et que je remercie. Avec la collaboration de France Millette et de son équipe, on a pu effectivement tenir cette soirée ici. Je tiens à les remercier chaleureusement en contexte là, vraiment idéal. Je veux aussi souligner la présence de Sophie Vincent, la coordonnatrice du PRES, le pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie. C'est quand même cette instance-là qui veut fédérer les différentes institutions d'enseignement supérieur en Estrie, qui a été un petit peu l'élément déclencheur, l'étincelle qui nous a donné cette idée de lancer ce projet dont Charles Bourget parlait tout à l'heure de passerelle entre nos 2 institutions. Je veux aussi remercier Annick Lessard, doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir. Bon, les habitués de la soirée carrière comprendront qu'on a dû adapter le concept. La bière ne coulera pas à flot, les nachos vont peut-être vous manquer, mais je ne doute pas que nos invités vont savoir tout de même nous montrer, vous montrer, chères étudiantes et étudiants en histoire, que cette année encore, la diversité des parcours et des possibilités s'offre aux diplômés. L'année qui s'achève a montré plus que jamais la nécessité de réinventer, de se réinventer, de s'adapter aux situations les plus inusitées, les plus inattendues. Je pense que personne d'entre nous aurait imaginé l'année que nous avons vécue il y a à peine un an. Et en particulier par le recours aux technologies. Les diplômés en histoire, et en particulier ceux qui choisissent le baccalauréat de l'UDS, où la dimension humanité numérique est bien présente, sauront, je n'en doute absolument pas, répondre aux défis qui nous attendent pour les années à venir. Je vous remercie toutes et tous de votre présence. Franchement, c'était un défi. Ma collègue Louise Bienvenue l'a dit en débutant. C'était un pari osé. Évidemment, on a décalé cette soirée qui s'est tenue en janvier au cours des dernières années en se disant que peut-être la pandémie s'essoufflerait. On a le sentiment qu'elle s'essouffle. S'essouffle-t-elle vraiment? Je nous le souhaite à toutes et à tous. Je nous souhaite que ce soit la première d'une longue série de retrouvailles entre nous en dehors des salles de classe. Et je voulais dire un mot, moi aussi, sur la passerelle entre le programme Histoire-Civilisation du Cégep de Sherbrooke et le département, le baccalauréat en histoire. Mon collègue Charles en a bien parlé. Je le reprendrai sur un détail. Je pense que sa langue a fourché. Il a dit que vous pouviez bénéficier jusqu'à 3 crédits. En fait, ce n'est pas 3 crédits, c'est 3 cours complets ou jusqu'à 9 crédits. Blague à part, on a bien vu depuis 2 ans que cette passerelle, elle suscite de l'intérêt. Cet automne, on a eu 2 fois plus d'inscrits en provenance du programme Histoire et Civilisation que l'année précédente. Et je pense qu'après la première expérience de notre école d'été entre le Cégep et le département d'Histoire, et je vois ma collègue Sophie Abdallah qui a co-organisé avec Frédéric Moisan, enseignant au Cégep, donc cette magnifique expérience d'enseignement en archives, eh bien, je suis convaincu que cette année encore, on aura encore plus de nouveaux inscrits en provenance de votre programme. Alors, je les remercie, donc, Sophie et Frédéric. Frédéric n'est pas là, je ne l'ai pas vu, je crois, mais je lui adresse mes salutations. Alors, il est là, bon, merci. Alors, je vous souhaite, moi aussi, une excellente soirée et je vais laisser notre animatrice présenter nos panélistes. Bonne soirée. C'est moi qui j'y vais. Je me demande, c'est pas ça qui est écrit sur la feuille. Je vais présenter l'animatrice, moi aussi. Je vous présente Marie Bolduc et je voulais souligner qu'elle est professeure d'histoire, coordonnatrice du programme Sciences, Lettres et Arts du Cégep de Sherbrooke. Voilà, merci Marie d'être là puis de présenter nos invités. Oui.
Oui, est-ce que ça fonctionne? Effectivement, je ne suis pas habituée à ce genre de truc. Donc, bienvenue. C'est moi qui anime la soirée. C'est moi qui, dans le fond, a le privilège de poser des questions à nos invités pour mieux comprendre leur parcours, leur intérêt pour l'histoire et en quoi leurs études en histoire, que ce soit au cégep, puisque certains ont fait le programme d'histoire et civilisation, ou que ce soit dans un parcours universitaire, bac maîtrise, comment leur parcours a mené à des métiers de l'histoire ou comment ils ont récupéré de ce parcours des savoir-faire, des savoir-être et tout ce qui peut servir finalement dans une carrière professionnelle. Donc, mon premier, en fait, vous riez, mais j'ai vraiment ma petite feuille puis je la suis à la lettre. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est laisser peut-être les invités se présenter eux-mêmes. Je pense que c'est peut-être plus simple que chacun présente son parcours et ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, on va les laisser s'exprimer. On peut peut-être commencer avec Karine, qui peut présenter son parcours. Mon nom est Karine Savary, je suis conservatrice au Musée d'histoire de Sherbrooke. Donc, j'ai la responsabilité du service d'archives, mais aussi de la collection des artefacts du musée. J'ai étudié au cégep de Sherbrooke, mais pas dans la spécialisation histoire. Ça n'existait pas malheureusement à l'époque. Mais au département d'histoire, et j'ai aussi fait une maîtrise en Europe moderne en histoire. Donc, c'est pas du tout dans le même champ que je suis aujourd'hui. Mais j'ai fait plusieurs aussi formations, donc étant donné que mon métier est plutôt spécialisé, j'ai fait des formations autant en archives que la conservation des objets, du bois, des métaux, etc. Et j'ai aussi participé à plusieurs ateliers pour la réorganisation des réserves d'ailleurs. Et je suis aussi en charge je suis présidente du regroupement des services d'archives privés du Québec également. Voilà, ça m'amène plein de questions, mais avant de te relancer, je vais passer à Philippe, que j'ai réalisé que je lui avais enseigné. Ça a été un choc. Mais vas-y, Philippe, peut-être nous expliquer ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci au comité organisateur de m'avoir invité. Je vais pouvoir dire une fois dans ma vie que j'ai fait la salle Maurice O'Brady, c'est génial. Ça va être inscrit dans mon CV. Donc, pour résumer mon parcours, je suis arrivé en 2008 à Sherbrooke, initialement avec l'idée de devenir ingénieur en génie civil. Vous comprendrez que ça pas tout à fait ça qui est arrivé. Après un an en génie civil, je me suis réorienté vers le DEC en histoire et civilisation, que j'ai complété en 2011. Par la suite, je suis passé au bac en histoire ici au département d'histoire. Puis j'ai été ensuite faire la maîtrise en sciences de l'information à l'Université de Montréal, à l'école de bibliothéconomie des sciences de l'information. À travers ce parcours scolaire-là, j'ai touché un peu à toutes sortes de petits emplois en lien avec les archives, avec l'histoire. J'ai travaillé 2 étés de temps dans une petite municipalité nommée East Farnham, qui se situe entre Cowansville et Granby. 2 étés à travailler un petit peu dans les archives. Ils fêtent en même temps leur 100e anniversaire, donc ça a été une expérience assez intéressante. J'ai travaillé avec Karine un été au musée d'histoire, qui à l'époque s'appelait la Société d'histoire. Puis comment je suis arrivé à l'université, c'est pendant ma maîtrise, j'avais un stage à faire. Je voulais revenir dans la région de Sherbrooke. Puis j'ai eu la chance d'être accueilli ici à l'université pour faire mon stage. Puis à la fin de mon stage, j'ai eu un contrat d'1 an qui s'est renouvelé trois fois jusqu'à l'obtention de ma permanence là, depuis bientôt 1 an. Donc, voilà. Donc, maintenant, tu travailles à l'université, aux archives. Exactement, je suis archiviste à l'Université de Sherbrooke. Super, merci. On va passer à Caroline Desruisseaux, que plusieurs connaissent, Bonjour, Caroline. Oui, salut tout le monde. Première chose, je suis vraiment contente de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. C'est le fun de voir les gens. Je pense que tout le monde est content d'être en présence en ce moment. Fait que, mon parcours, c'est drôle. C'est un petit peu comme une boucle qui commence à un point A puis qui revient. J'ai fait mon DEC en histoire et civilisation ici au cégep de Sherbrooke. Ça m'a vraiment donné la piqûre de l'histoire. Ça a été un coup de foudre. Vraiment, là, je suis un peu comme tombée en amour avec l'histoire puis avec
l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans ces programmes-là à ce moment-là. Puis, après mon DEC, j'ai décidé, c'est un peu contre-intuitif, mais de faire complètement autre chose. Fait que je suis allée à McGill, à Montréal, puis j'ai essayé un autre programme en développement international. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais. Fait que là, je suis allée en histoire à l'Université de Montréal et finalement, je suis revenue à Sherbrooke, donc finir mon bac ici à l'Université de Sherbrooke. Puis après ça, j'ai continué à la maîtrise en histoire, puis maintenant, je suis au doctorat en histoire. Puis entre-temps de mes études, j'ai aimé ça parce que j'ai fait toutes sortes de petits travaux, de petits emplois d'été en lien avec l'histoire, surtout dans les milieux des sites historiques nationaux, les musées. Donc, par exemple, peut-être certains d'entre vous qui connaissent le centre Juno Beach en France, par exemple, sur les plages de débarquement de Normandie. Par Canada, j'ai enseigné pendant 2 ans, j'ai été guide pendant 2 ans. À Grosse-Île, fait que c'est une île de quarantaine en plein milieu du fleuve Saint-Laurent. J'ai été guide au Mincapleton, etc. Bon, plein de petits endroits. Puis, finalement, j'ai eu la chance de pouvoir être engagée au Cégep de Sherbrooke dans le même programme qui m'avait donné la piqûre de l'histoire. Fait que ça a été vraiment un retour au bercail. Puis maintenant, j'enseigne au Cégep de Sherbrooke, mais aussi à d'autres cégeps, comme au collégial du séminaire de Sherbrooke. J'ai enseigné aussi au Cégep Marie-Victorin. J'ai aussi enseigné au Cégep Champlain. Donc, des petits contrats là, que je prends par-ci et par-là. Mais la passion de l'histoire n'a jamais arrêté à travers tout ce parcours-là. Voilà, merci Caro. Julie, il nous reste toi. Donc, si tu pouvais te présenter, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. En fait, moi, c'est Julie Arnois. Puis, c'est moi qui représente le parcours complètement atypique parce que j'ai fait mon baccalauréat en histoire, mais il y a vraiment plusieurs années, là, dans les années 90, début des années 90. Ce qui m'avait donné envie d'aller en histoire, c'était un vrai choix. J'avais une passion pour l'histoire qui remontait à mon secondaire. Le prof de secondaire était vraiment extraordinaire en histoire, puis ça ne s'est jamais éteint. J'ai fait mon bac en histoire. Ensuite, j'avais commencé une maîtrise. Ce qui m'intéressait le plus à l'époque, c'était histoire sociale, histoire de la médecine. Puis, la vie étant ce qu'elle est, j'étais comme à une période plus difficile de la vie. J'avais des enfants, précarité financière et tout ça. De sorte que, à un moment donné, j'ai laissé tomber la maîtrise. Je suis allée travailler en me disant, je reviendrai bien. J'ai fait des jobs d'étudiant. Puis, au fil des ans, les jobs d'étudiants étaient de moins en moins des jobs d'étudiants. Ça devenait comme une façon de vivre. Et à un moment donné, j'ai décidé de revenir aux études, croiser des chemins à 30 ans. Dans la trentaine, je reviens aux études, mais j'avais quitté la maîtrise quand même un petit peu trop de temps pour avoir envie de revenir. J'avais perdu le fil de la maîtrise en histoire, donc je suis revenue dans un bac en me disant, c'est un bac qui a un programme, un régime coopératif. Je visais la stabilité dans la trentaine avec des enfants préadolescentes. Alors, je suis revenue, j'ai fait ce bac-là et très vite, les profs m'ont dit, t'es bachelière, allez à la maîtrise. Alors là, j'ai commencé une maîtrise en communication et langage. Et la passion de l'histoire est revenue assez vite parce que mon mémoire était vraiment à la croisée des chemins entre l'étude des représentations et l'histoire. Donc, en même temps que la maîtrise, j'ai commencé à donner des charges de cours. C'est ce que j'ai fait pendant quand même plusieurs années. Là, sur une douzaine d'années, j'ai donné des charges de cours. Puis c'est le fait que je sois implantée dans le milieu, à un moment donné, j'ai eu un poste de professionnel. J'ai eu une job stable à l'université. Alors aujourd'hui, je travaille à la Faculté des lettres et sciences humaines. J'ai un poste de cadre, donc de directrice des affaires étudiantes et de secrétaire de faculté. Donc, c'est un peu mon parcours. Oui, c'est un parcours un peu avec des courbes, des retours en arrière, mais peut-être qu'on peut passer à la deuxième question qu'on avait envie de vous poser, parce que justement, donc, vous avez commencé par soit le DEC en histoire-utilisation ou au bac en histoire. Puis on peut se demander qu'est-ce qui, dans cette formation-là, peut vous servir par la suite
dans vos métiers, puisque une fois le bac terminé ou la maîtrise, on devient archiviste, on devient enseignante, on travaille à l'université. Donc, qu'est-ce qui vous reste de votre parcours en histoire? En quoi ça vous a servi d'avoir passé par une formation en histoire pour ce que vous faites maintenant? Je ne sais pas si... Philippe, il a peur de moi. Il sait que je vais le nommer. Oui, c'est ça. Il y a encore des réflexes. Rapidement, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est la méthode de travail, la rigueur qui vient avec le travail en histoire, que je peux appliquer en archivistique. Tout ce qui touche au niveau de la recherche aussi, chercher des sources, la lecture à travers les sources, c'est quelque chose qui me rejoint aussi là, en tant qu'archiviste. Sinon, je dirais un élément qui est intéressant par rapport à l'histoire, c'est le niveau de multidisciplinarité, si on veut. On touche à toutes sortes de choses. Oui, on s'intéresse à l'histoire, mais à l'histoire de quelque chose au bout de la ligne. Donc, ça nous emmène à ouvrir un peu nos horizons, puis à toucher à toutes sortes de domaines qui s'appliquent encore une fois à mon niveau, là, au niveau des archives, là, que je touche à toutes sortes de choses, que ce soit le niveau archivistique, historique, qui est assez évident, mais aussi, je fais beaucoup d'informatique, d'administration, de psychologie des fois, en rencontrant des gens, en faisant un peu de gestion de changement, ça devient de la psychologie aussi. Puis à travers ça, un peu de droit, parce que tout ce qui encadre des archives, il y a un cadre légal à ça. Donc, c'est pas mal un des points, je trouve, qui touche dans des études en histoire et qui peut après nous servir tout au long de notre vie là, à travers différents emplois. Super. Karine, t'es-tu dans la même logique? Puisque Quand même un petit peu. Vous êtes proche dans votre quotidien, dans le Oui, fond, dans ce que c'est vous certain. faites? Ben, comme tu dis, en fait, la rigueur et la rigueur de la recherche historique, mais je trouve aussi que ça développe une sensibilité vis-à-vis des objets et des sources. Donc, toi, c'est sûr que tu as fait les deux aussi, tu as fait la technique, là. Moi, j'ai eu beaucoup d'étudiants je pense que c'était du cégep de Trois-Rivières, là, pour justement au niveau archivistique. Et le milieu des archives est vraiment très vaste. Donc, c'est médical, judiciaire, municipal, gouvernemental. Et c'est spécifique aussi pour l'histoire. Mais souvent, dans les cours, on ne va pas expliquer ou faire comprendre aux étudiants qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans ce document-là. Et la formation en histoire, moi, je le vois tout de suite quand il y en a qui ont fait des bacs. Ils savent quoi aller chercher. C'est pas juste une table noire et ronde. Qui s'est assis à cette table-là? Qu'est-ce qu'on peut raconter sur cette table-là? Donc, il y a vraiment une curiosité intellectuelle aussi qui est développée. Puis, il y a beaucoup de cours aussi. Là, je pense qu'il y en a même de plus en plus, là, stage ou gestion de projet, etc. Moi, lui que j'avais fait, il était fantastique. On avait monté une exposition pour un gros musée à Ottawa. À Gatineau, donc ça avait été super valorisant de faire ça. Bon, l'expo, elle n'a pas eu lieu, mais on a quand même monté le concept. C'était quand même, on a pu voir tout le travail derrière ça, de la recherche jusqu'à la conception. Fait que je pense que c'est une diversité que ça nous présente, le bac, de qu'est-ce qui peut s'offrir à nous pour éventuellement sur le marché du travail. OK, donc la méthode, l'ouverture, la curiosité. Peut-être, Julie, tu as l'air prête à... Vas-y. Oui. Vas-y. Bien, effectivement, puis j'ajouterais à ce que vous avez déjà dit, la culture générale que ça nous donne. Puis quand tu parlais, Philippe, là, de l'interdisciplinaire, le carrefour des disciplines, ça nous donne un atout puissant pour pouvoir resituer les enjeux dans un contexte plus général, peu importe dans la discipline dans laquelle on étudie. Quand, à mon retour aux études, j'étais au bac en communication, rédaction, multimédia, mes études en histoire me servaient constamment. Aussitôt pour situer des enjeux, c'est vraiment très précieux, mais aussi l'esprit critique. C'est quelque chose, quand on est dans les domaines du savoir, peu importe ce qu'on fait, avoir un bon esprit critique, je pense que c'est un atout qu'on développe dans le bac en histoire. Merci. Caroline, as-tu ajoutes-en? Ben écoute, là, pas mal tout a été nommé. Écoute,
Là, si on résume les capacités académiques à faire de la lecture, à analyser les textes, à synthétiser les connaissances, organiser les connaissances, schématiser, capacité critique, curiosité intellectuelle. Bon, il y en a plein là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? J'aurais tendance à dire qu'au-delà de la capacité académique, puis de la capacité à s'adapter, à se renouveler, à analyser, à garder un jugement critique, je pense qu'il y a aussi des qualités humaines qui viennent avec l'histoire. Des qualités humaines, il y a la curiosité, comme a dit Karine, mais je pense qu'il y a aussi une capacité d'ouverture, d'humilité. Puis je le pense parce que s'intéresser à des sociétés passées dans lesquelles on n'a plus accès aujourd'hui, c'est quand même en soi quelque chose qui rend un peu plus humble. Parce que plus qu'on apprend en histoire au baccalauréat, plus qu'on se pose de questions. Puis plus qu'on se rend compte que les choses sont complexes, en fait, et que tout ne se résume pas à un ou à deux éléments, ce qui donne l'humilité peut-être aussi, quand on lit les journaux, de se dire « Ah, ben là, ça, c'est un aspect, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que le petit texte de 200 mots qui m'est écrit là, puis si jamais je veux vraiment comprendre un enjeu, ben il faudrait que je fasse une maîtrise sur le sujet. » Fait qu'il y a cette humilité intellectuelle qui vient, mais aussi une humilité humaine en se disant, avant de juger d'une situation d'une autre personne, ça prend quand même un peu de recul. Puis ça vient à tenter de garder un petit pas de recul avant de juger les sociétés passées, comme 16e, 17e ou 18e siècle. Mais ça peut très bien s'appliquer dans le quotidien. Fait que des capacités intellectuelles, des capacités de carrière, mais aussi des qualités humaines, je pense, qui viennent avec une démarche comme en histoire. Et que tu appliques pour ton sujet de doctorat aussi, parce qu'on en parle, mais cette idée de me remettre en contexte, puis d'être capable de regarder avec soit un détachement, mais aussi en prenant le temps de s'informer, ça fait partie là, de ce qu'on apprend en histoire. Peut-être qu'on peut revenir sur vos parcours, parce qu'il y en a qui, on l'a vu, là, Julie, elle a un parcours un peu tortueux. Est-ce qu'il y a dans vos parcours des moments où vous avez pris des mauvaises décisions? Est-ce que ça a été en droite ligne? Est-ce que c'était déjà acquis en entrant au bac en histoire que ça allait finir en archivistique? Ou comment on vit avec ces doutes-là quand on a à choisir? Parce qu'il y en a plusieurs ici qui finissent un bac. Qu'est-ce qu'on fait après un bac? On a toujours le doute. Est-ce que je continue? Est-ce que je me lance? Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus, sur ces doutes puis sur ces choix que vous avez faits? Est-ce qu'il y a des mauvais choix ou qu'il y a que des bons choix? Bref, peut-être que ma question est trop longue aussi. Donc, voilà, Philippe est prêt. Oui, Vas-y, je suis Philippe. prêt. Ben, le doute, je pense que c'est normal. C'est plus quelqu'un qui doute de rien. Là. Je trouve ça peut-être plus inquiétant que quelqu'un qui doute trop. Moi, j'étais plus dans vraiment, je doutais constamment. Puis, ça s'est matérialisé dans le sens que, après mon année en génie civil, j'ai complètement fait un virage à 180 degrés, puis je le regrette absolument pas. C'est très rare, là, un chemin qui se rend du point A au point B sans petit détour. Là. Je pense que c'est assez rare. Puis, c'est juste de l'expérience acquise au bout de la ligne. Là. Fait que, en gros, les doutes, mais il faut aussi se laisser aller un peu des fois. Il ne faut pas juste être dans le doute parce que des fois, ça peut peut-être nous éviter d'avancer. Mais en gros, les doutes, c'est normal, je pense. Surtout au bac, on ne sait pas trop après ce qu'on veut faire, vers où on veut s'enligner. C'est des choses qu'on a on a un 3 ans pour y réfléchir. Moi, honnêtement, j'ai pris pratiquement mon 3 ans là, avant de me décider vers où je m'en allais. Puis quand j'ai commencé au DEC en histoire et civilisation, c'était vraiment pas clair que j'allais faire le bac après. Là, je suis arrivé au DEC en me disant, bon, je viens de faire un programme qui me plaisait pas, je veux faire quelque chose que j'aime. Fait que je vais aller faire un 2 ans en histoire et civilisation. Puis là, je vais lancer des fleurs, mais j'ai adoré ça. Puis après mes 2 ans, ça m'a juste plus poussé à aller au bac ensuite. Puis j'étais plus dans le on verra après. Tant que j'étudie dans quelque chose que j'aime, ça va me mener à quelque part là, au bout de la ligne. Oui, ben c'est parce que je suis là, oui, c'est parce que je suis dans la même logique que toi. Ça a été en droite ligne.
Karine, peut-être plus C'était direct. quand même un peu plus direct, hein, mais moi, je suis vraiment allée all-in. Un moment donné, j'ai décidé que je voulais aller en histoire. Je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire avec ça, mais c'était ça qui me passionnait. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire des études, aussi bien passer les années à apprendre des choses qui m'intéressent. On verra bien où est-ce que ça va me mener. Donc, à travers ces années-là, je me suis impliquée dans tout ce que je pouvais m'impliquer au niveau du bac, donc autant dans l'asso étudiante que le colloque, que la revue, donc tout ce que je pouvais toucher ou organiser ou quelque chose, je touchais à tout. Puis ça m'a amené, en fait, j'avais déjà visé la maîtrise, donc j'avais moins de doutes peut-être au bac, ou peut-être que je me mettais plus de temps pour avoir plus de temps à réfléchir. Je pense que ça frappe un petit peu tout le monde aussi à maîtrise. Moi, ça frappait un peu plus à maîtrise. Bon, ben, éventuellement, il va falloir que je prenne une décision de qu'est-ce que je vais faire. C'est sûr que j'avais travaillé quelques années déjà à la Société d'histoire qui était le musée, donc j'avais vu un petit peu comment ça fonctionnait, mais c'était beaucoup plus au niveau de la diffusion. En fait, c'est les archives qui me sont tombées dessus, là. J'ai déposé ma maîtrise, puis je suis allée porter mon CV là-bas pour être assistante archiviste pour avoir un salaire de 7,50 de l'heure pour 6 mois. Tous mes amis, on était un petit peu déprimés parce qu'on était comme ça n'a pas de sens, ce salaire minimum-là, mais il nous faut un travail pour avoir un travail. Donc, c'était mon premier exemple de travail. Là. Ça ne fait pas 25 ans non plus, mais bon, à cette époque, le salaire minimum, c'était ça. Mais bon, une chose en a amené une autre. J'ai vraiment découvert les archives et tout ce milieu-là. Donc, c'était pas du tout quelque chose qui était là au départ. Puis, ça m'est tombé dessus. Puis, maintenant, j'aime beaucoup ça. Dans Beaucoup de questionnements, mais pas trop de pas doutes. trop, mais ça c'est s'est bon de le présenté. faire. C'est Ça ça. a été bien fait. Est-ce que vous avez, Julie, ou... Bien, je peux peut-être, tu sais, comme moi, j'ai un parcours très, très sinueux. Des doutes sur le choix de mon bac en histoire, par exemple, je n'en ai jamais eu. Ça, j'ai toujours été contente de l'avoir fait. Je n'ai jamais regretté d'avoir été en histoire, même si je n'ai pas travaillé là-dedans au final. Il faut dire que quand j'ai fait mon bac en histoire, moi, je suis de la génération X, donc la génération où on disait qu'il n'y avait pas de job de toute façon. Donc, on vivait très bien avec la précarité et tout ça. Mais des doutes, quand je suis revenue, effectivement, j'ai pris un autre domaine, mais je considère que les études historiques m'ont toujours servi. Donc, oui, j'ai un parcours avec des doutes, avec des choix, mais je n'ai pas de regrets, par exemple. Tant mieux. Caroline, as-tu... Ben, je voulais devenir mon rêve, mais ce rêve-là, il s'est formé au cours des années. Donc, ça a pris quand même longtemps. Quand je suis sortie du DEC en histoire, j'avais adoré l'histoire, mais je m'étais dit, j'aimerais faire quelque chose qui fait en sorte que je suis utile, que je peux apporter quelque chose. Puis, j'avais une réponse un peu naïve à l'époque en me disant « Ah, je vais aller sur le terrain puis je vais faire du développement international. » Bon, j'avais 18 ans. Fait que là, je suis allée à McGill, ça je l'avais mentionné tout à l'heure, puis je me suis rendu compte que la formation là-bas était, je m'excuse, là, mais était un peu inadéquate. On était en fait, c'était la première année que le programme était développé. Aujourd'hui, c'est sans doute plus le cas. Mais au moment où je suis arrivée, c'était la première année que le programme de développement international à McGill était mis en place. Et en gros, on avait 2 cours de développement international. Puis le reste, c'était, ben, prenez n'importe quel cours que vous voulez dans les sciences humaines et sociales de l'université. Donc, il n'y avait aucun squelette au programme, il n'y avait aucune cohérence. On était un peu pitché dans n'importe quel cours. Fait que j'ai fait, ben, j'ai un loyer à payer à Montréal, puis je ne veux pas dépenser mon argent pour ça. Fait que je vais choisir un autre programme X à l'Université de Montréal. J'ai choisi un peu histoire parce que je savais que j'aimais ça, mais j'imaginais pas faire un bac en histoire. Je m'étais dit, je vais finir mon année, puis j'aime ça l'histoire, fait go. Puis après ça, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, non, en fait, j'aime vraiment ça l'histoire, comme vraiment. Donc, je vais vraiment faire un baccalauréat complet là-dedans, mais je ne vais pas le faire à Montréal. Ça coûte trop cher, fait que je vais revenir à Sherbrooke chez mes parents. Puis là, je suis revenue à Sherbrooke, j'ai fait mon bac, et j'ai tellement aimé ça, c'est tellement venu me chercher au niveau intellectuel, mais dans plein d'aspects de ma vie, que j'ai juste continué. J'ai juste continué, je me suis dit,
Ben voilà, soit je deviens prof en histoire au cégep parce que je me vois là-dedans, ou bien je continue avec mon rêve de développement international. J'ai pris tous mes cours à option, mais vous le savez, tout le monde dans la salle, là, on peut prendre beaucoup de cours à option dans le bac en histoire. Je pense que c'est presque le tiers là, des cours, c'est bien ça, Stéphanie? 18 crédits, merci. Ben, tous mes 18 crédits, je les ai pris en politique. J'ai tout pris les cours de politique internationale. J'ai pris le cours avec Jonathan Kuhn sur les crises humanitaires. J'ai trouvé ça extraordinaire. Puis là, je me suis dit, après ce cours-là, voilà, je vais travailler pour la Croix-Rouge. Puis là, je sais. Puis là, je suis allée sur le terrain, j'ai fait une expérience, puis je me suis dit, ah ben non, c'est compliqué tout ça. Fait que j'ai désenchanté un petit peu ça avec le terrain, puis je me suis rendu compte. Mais j'avais tout le temps un peu, là, si on résume, deux options à mon esprit. Soit j'allais aller en développement ou quelque chose de concret sur un terrain, à quelque part, dans un organisme quelconque, ou j'allais faire tout ce que je pouvais pour devenir prof au cégep en histoire. Puis il y a une des deux portes qui a ouvert. Fait que j'étais contente. Super, mais peut-être qu'on peut parler là, de ces moments ou des personnes que vous avez rencontrées ou des anecdotes qui vous ont donné une direction puis qui vous ont peut-être confirmé dans vos choix. Je sais, bien, Caroline, on en a parlé, là, mais il y a un moment où ça débloque, puis où on a fait une rencontre qui nous inspire, puis qui nous aide à progresser dans les métiers de l'histoire, dans notre passion pour l'histoire. Fait que peut-être que vous pourriez nous parler de ces anecdotes-là ou de ces rencontres que vous avez faites. On commence par qui? Philippe? Je peux commencer. Tu n'étais pas aussi participatif, il me semble. Mais c'est bon. Vas-y. Mais pour boucler une certaine boucle, moi, j'ai appris l'existence de la maîtrise que j'ai faite dans une soirée carrière en histoire. Ça devait être la soirée carrière 2012 à peu près, là. S'il y avait une personne en avant, malheureusement, je ne me souviens pas de son nom, là, mais il était bibliothécaire. Puis il avait fait la maîtrise en sciences de l'information qui donne un peu la possibilité d'être soit bibliothécaire ou archiviste. Puis c'est comme ça a comme semé quelque chose, là, que on peut faire ça après un bac en histoire. Puis après ça s'est développé avec des expériences de travail que j'ai pu côtoyer un petit peu les archives. Puis c'est là que j'ai fait, ouais, je pense que... Mais ça a été comme probablement l'élément déclencheur là, qui a fait, OK, ça se peut après le bac en histoire. Fait que c'est mon anecdote soirée carrière. Soirée carrière. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer dans Julie? Bon, je peux peut-être parler de Moi, c'est ma directrice, celle qui m'a dit le rapport avec l'histoire, c'est qu'elle a été assez folle pour embarquer avec moi dans mon sujet. Moi, j'ai fait un sujet dans les études de la représentation, comme je vous le disais, puis j'ai décidé de mettre ensemble des passions que j'ai, le cinéma, l'histoire et les curés. Donc, ce que je voulais, moi, c'est étudier la représentation du curé dans deux films québécois, Les Aurores, l'Enfant martyr, donc celui de 52 puis celui de 2005. En 2005, quand j'avais vu ce film-là, je disais, ça n'a pas de sens. Le curé est pas représenté du tout de la même façon que dans le premier film. Puis quand j'ai proposé ça à ma directrice, elle a embarqué avec moi. Puis elle m'a accompagnée tout au long. Puis même si elle était en communication, elle m'a toujours appuyée, accompagnée. Donc, je lui lève mon chapeau. Est-ce qu'on peut la nommer? Oui, c'est Armande Saint-Jean, qui était au département des lettres et communications. Merci. Karine ou Caro, comme vous voulez. Je sais pas, vas-y. Ben moi, je dirais que j'ai fait une communication dans un congrès étudiant pendant ma maîtrise, en fait. Puis c'est vraiment une petite anecdote, mais ça m'a vraiment marqué parce que il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient très, très intelligents et nos communications étaient vraiment très, très académiques aussi dans notre parler, dans notre manière de réfléchir. Et j'ai une amie qui allait à l'université là-bas, qui n'était pas du tout en histoire, pas du tout intéressée à l'histoire, elle était juste là parce que j'étais en ville. Et
elle a tout compris de ce que j'y ai dit, puis ça l'a vraiment passionnée, puis elle a trouvé ça super intéressant. Puis c'est vraiment venu me chercher parce que j'en avais déjà parlé, mais là, ça a allumé quelque chose chez elle. Puis je me suis dit, ben crime, peut-être que j'ai été plus accessible, mais j'ai vulgarisé ce que je voulais dire, puis elle a compris. Puis moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est les histoires des gens. Je suis vraiment plus axée histoire sociale, donc je veux donner le goût aux gens de se renseigner sur l'histoire, de comprendre qui on est, comment on est arrivé là aujourd'hui, comprendre le présent via le passé. Puis si je suis capable de le faire, puis de faire cette passion, dominer ma passion aux gens qui connaissent peut-être pas beaucoup de choses sur l'histoire, ben j'ai au moins réussi quelque chose. Fait que ça m'a vraiment marqué ce jour-là. Merci. Est-ce que quand vous travaillez les archives, là, je sors de la feuille, je vais me faire chicaner, mais est-ce que quand vous travaillez les archives, vous avez cette impression-là de pouvoir vulgariser, faire connaître, avoir cette idée de communication du passé ou peu importe? Est-ce que c'est une chose qui est là quand on travaille les archives? Mais à force d'en lire, on dirait que pour nous, c'est habituel. Mais quand on le présente à des gens, ils sont vraiment super impressionnés, puis on dirait qu'on a de l'habitude là-dessus. Mais oui, ça amène une proximité, puis ça dépend aussi des choses. Des fois, ça peut être des journaux personnels, des lettres, puis on rentre vraiment des fois dans l'intimité des gens, puis il y a une manière de le présenter aussi au public, mais c'est de faire sortir toutes ces anecdotes-là aussi, que le passé n'est pas juste noir et blanc, sérieux. Les gens ont aussi vécu, ils ont aussi ri, ils ont aussi pleuré, ils ont vécu comme nous, en fait. Tu veux ajouter quelque chose, Philippe? Oui, mais moi, je suis peut-être un peu moins ouais, dans le même niveau d'archives que Karine, là. Moi, je suis un petit peu plus au niveau administratif. Puis par la bande, c'est certain que je touche au niveau historique quand on arrive à des documents inactifs ou du côté des fonds privés. Mais la question, en gros, c'était... Je sais pas. Je disais juste que, tu sais, quand on a des archives, un objet ou Oui. même des archives des fonds privés, dans le fond, dans la communication de ce que c'est, Oui, l'archive. oui, c'est ça. C'est ça. OK, oui. Je reprends le filon. Moi, je suis un petit peu moins dans la communication. C'est ça, Karine, comme elle est au musée, est plus dans la c'est ça. diffusion. Moi, je suis un petit peu moins dans la diffusion parce que la diffusion, elle arrive souvent par soit à l'université par le service des communications, qui, nous, dans le fond, on leur donne la possibilité de travailler avec les archives. On contrôle un peu les archives, là, si on veut. Mais c'est plus eux qui vont faire le côté diffusion ou avec des étudiants ou des chercheurs. C'est plus au niveau du chercheur ou de l'étudiant qui vont... Dans lequel vous partagez finalement c'est ça. Moins l'amour. au grand public, mais ça peut arriver qu'on participe à des expositions, des choses comme ça, ou qu'on fasse des conférences ou des présentations. Mais la plupart du temps, je dirais que ça passe plus par... on est comme l'intermédiaire entre les deux, si on veut. Là. OK. Merci. Et je reviens à l'anecdote ou le moment marquant de Caroline. On était rendu à toi. Oui. Marie le connaît bien, en fait, mais je vais l'expliquer pour tout le monde. En fait, j'étais en Bolivie, je travaillais à La Paz. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés à La Paz, mais finalement, c'est une des villes les plus hautes en altitude au monde. Je travaillais là-bas pour un organisme qui s'appelle CUSO International dans un centre de jeunesse, en fait. Puis, quand j'étais là-bas, j'étais restée, ça faisait à peu près 3 semaines et demie que j'étais là-bas. J'avais attrapé 2 parasites par malchance, fait que j'ai été super malade. Là, j'arrive à sortir du lit un peu. Là, première journée de travail, je suis blême. J'arrive devant le travail, j'ouvre mon téléphone, je vois que Marie Bolduc, ma prof du cégep à laquelle j'ai pas parlé depuis 10 ans, presque, ouais, à peu près, m'écrit sur Facebook. Fait que là, je suis comme, ah, OK. Là, j'essaie de taper sur le message, plus de Wi-Fi. Ah, ça. Fait que là, je m'en vais trouver du Wi-Fi à La Paz. Fait que là, je m'en vais dans un magasin, j'achète un café, je me connecte au Wi-Fi. Là, je regarde le message de Marie, elle me dit « Salut Caro, on a une ouverture au cégep de Sherbrooke. On aurait besoin d'une enseignante. Puis j'ai vu ton CV dans la pile de CV. Mais j'arrivais pas à téléphoner avec ton cellulaire, il a l'air déconnecté. »
parce que j'étais en Bolivie, tu sais, fait que c'est sûr qu'il était déconnecté. J'étais en mode avion tout le temps. Fait que j'ai pris la peine de te trouver sur Facebook. Merci Marie de m'avoir trouvé sur Facebook. Puis c'est ça. Fait que on décide demain, on a une réunion. Fait que rejoins-moi aujourd'hui, merci. Je suis prise de panique et je travaille toute la journée. Fait que là, écoutez, je me sens vraiment mal, mais ça m'arrive jamais. Mais j'ai inventé une excuse à ma job. Puis j'ai fait encore comme si jamais j'étais encore malade. Ah, le maudit parasite. Fait que là, je sais, c'est terrible, je suis désolée. Mais j'ai quitté mon travail en prétextant que j'étais malade, puis j'ai fait le tour de La Paz pour trouver une cabine téléphonique où je pouvais appeler à l'international. Je vous jure, j'ai dû faire 25 km à pied à La Paz, puis c'est à pic de même, La Paz. Vous êtes en plein dans les montagnes en Bolivie. Fait que les 2 premiers téléphones ne marchaient pas. Le 3e, en fin de soirée, j'ai fini par le trouver, puis j'ai dû laisser comme 4 messages sur la boîte répondeur des ressources humaines. Je suis désolée pour eux, ils ont dit le lendemain matin, je entends genre plein de messages. « Allô, c'est pour une offre d'emploi, blablabla. » Fait qu'en tout cas, Marie a mon message, puis le département d'histoire du Cégep de Sherbrooke a la gentillesse, même si je ne peux pas me présenter en entrevue en présence au Cégep de Sherbrooke, pour des raisons évidentes, ils ont la gentillesse de me faire une entrevue par l'équivalent Zoom, là, c'était Skype, je pense, quelque chose comme ça. Fait que je retourne dans mon petit appartement, puis tu sais, c'est un petit appartement à La Paz où les murs, la peinture s'enlevait, puis tu sais, j'essaie de trouver un background pour l'entrevue, parce que vous savez tous qu'avec la caméra, quand on se fait filmer, il faut que le background a l'air pas trop ridicule. Puis, j'arrivais pas à rien trouver dans mon appartement. C'était toutes des affaires de peinture défraîchie qui tombaient des murs. Fait que là, j'étais mal prise. Fait que j'ai réussi à empiler mon ordinateur sur des boîtes de carton, puis à mettre en équilibre sur à peu près une chaise. Puis c'est là-dedans que j'ai fait mon entrevue. J'étais super stressée. Puis finalement, ça s'est suffisamment bien passé pour que Marie me dise que j'étais engagée. Puis après ça, 2 jours plus tard, je prenais l'avion, puis je revenais au Québec. Puis j'ai tout laissé là-bas. Ma job, mon chum, qui était là depuis 6 mois, que j'ai oublié de mentionner, salut Stéphane, puis que j'ai laissé là-bas, puis je suis partie. Puis, ouais, je m'en suis vraiment voulu. Mais c'est quoi la morale de l'histoire? J'ai eu la chance d'avoir un chum compréhensif, là, ça je le dis. Puis on est encore ensemble aujourd'hui. Il est revenu au Québec, puis on est encore ensemble, tout va bien. Mais pourquoi je vous explique cette anecdote-là? Puis au-delà du fait que c'est cocasse, qu'est-ce que ça m'a... pourquoi c'est pertinent pour une soirée carrière? Je pense que c'est correct d'oser. Je pense que c'est correct d'essayer plein d'affaires dans sa vie. Je pense que c'est bien de s'écouter aussi. Quand il y a quelque chose qu'on sait qu'on veut vraiment, de prioriser certains choix, de mettre ses priorités en ordre, puis de dire, faire des sacrifices. En fait, là, quand même, là, j'ai fait beaucoup de troubles à partir de la Bolivie, en plein milieu de ma job, comme ça, mais à revenir au Québec, mais je l'ai fait en sachant que c'était pas tout à fait correct, puis c'est vrai. Mais je l'ai fait parce que il n'y avait rien de plus important à ce moment-là pour moi que de venir chercher cette job-là. Fait que d'avoir les priorités en ordre, puis de s'écouter au final. Puis je pense que tout le monde va trouver ce qu'il aime puis ce qui le fait triper dans la vie si jamais vous écoutez votre passion puis si jamais vous écoutez votre intuition. Ouais. Merci. C'est quand même encore drôle quand on en parle. Hein? Ben, peut-être qu'on est rendu à la fin. Là. Peut-être qu'on pourrait, sur la lancée de Caro, ben, peut-être vous pourriez justement proposer aux étudiants qui terminent leur donner des conseils. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui étudie en histoire pour la suite de leur carrière, pour leur choix? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la suite de Caroline là-dessus. J'irais aussi dans ton idée de ne pas oser, puis de ne pas se mettre des barrières de, ben normalement, le bac en histoire, c'est là que ça devrait aller, puis de foncer, d'aller cogner à des portes, de beaucoup s'impliquer aussi, si ça vous tente de travailler l'été pour des organisations. Là, je fais de la publicité, on dirait, là, mais peut-être un peu. Ça va nous faire plaisir en passant. Mais de juste pas hésiter, puis d'organiser des choses. Je pense que c'est d'être passionné, d'être curieux,
Puis quand tu es un employeur puis que tu as plusieurs CV devant toi, tu vas aussi voir cette différence-là. Tu vas voir la curiosité, tu vas voir l'intérêt des gens. Puis ça va faire beaucoup la différence entre plusieurs CV de gens qui sont en histoire. C'est là que les gens vont se démarquer, je trouve, la passion beaucoup. Oui, vas-y. Vas-y, Oui, Philippe. pour continuer ce que Karine disait, effectivement, d'essayer d'engranger le plus d'expérience possible, de participer à toutes sortes de choses, ça vous permet au bout de la ligne de vous démarquer, dans le fond. Là. Puis, comme deuxième conseil, je dirais de se coller à des gens d'expérience, ça peut être assez intéressant. Dans mon expérience personnelle, je suis arrivé à l'université jeune archiviste de 25 ans avec les deux premières archivistes de l'université de Sherbrooke. Là, je vous rassure, ils ne sont pas là depuis 1950, là. Ils sont arrivés en 91, mais quand même, c'est mon année de naissance. Puis là, ils ont quand même pas mal plus d'expérience que moi. Fait que je devais être fatigué un petit peu sur les bords, mais au moins, il était deux, fait que je pouvais alterner. Mais de juste poser des questions, la roue, on l'invente une fois, mais on n'a pas besoin des fois de la réinventer. Fait que d'avoir un contact avec l'expérience, ça peut nous apporter beaucoup. Puis c'est pas nécessairement de dire tout le temps oui, tout le temps être d'accord. Ça peut être intéressant de challenger aussi, là, quand on a des challenges générationnels, ça enrichit les deux côtés. Un des principaux conseils, moi, ce serait ça, de se coller le plus possible à des gens d'expérience. Puis d'apprendre de ceux qui sont passés avant nous. C'est ça. OK? C'est un peu comme l'histoire. Là. Ça finit bien, c'est bien fini. Julie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? C'était une finale. Non, mais j'abonde dans le sens de mes copanélistes, tout à fait. Tu le fais, tu trouves une passion en histoire, dans tes études, ça va porter fruit, ça va porter ses fruits, puis ça fait ce qu'on est. Donc, même si on ne travaille pas dans les domaines de l'histoire par la suite, mon bac en histoire a fait ce que je suis, m'a aidé à faire valoir mes qualités, mes compétences. Alors, je pense que c'est de le faire avec passion. Merci. Caro, as-tu quelque chose à ajouter? Rien de très original. Honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Julie, mais tu sais, ça a été dit aussi par Karine, toi aussi, Philippe. Je pense que la clé de tout ça, c'est la passion aussi. Parce que quand tu es passionné, ça se voit. Les gens le ressentent aussi, puis ça se partage. C'est comme un bon plat que tout le monde peut manger. Ça me va, on va dire. Belle image. Bien, j'en suis à vous remercier vraiment d'avoir participé. Ils ont été bons, hein? Bon. Merci. J'ai appris plein d'affaires. Je suis donc bien contente. Fait que, merci de vous être présentés, Karine, Philippe, Caro et Julie. Et j'espère qu'effectivement, vos présentations, votre parcours inspireront peut-être des étudiants qui sont ici pour la suite, en tout cas pour la passion, puis vos parcours qui sont inspirants. Merci beaucoup. Ça paraît que vous aimez ce que vous faites, vraiment. Et là, j'ai un mandat de présenter la prochaine étape de cette soirée, puisqu'il me revient de présenter Charles Bourget, qui va venir. Oui, tu veux monter? Monte donc. Donc, Charles va venir présenter, en fait, la revue qui a été produite. Voilà. C'est le numéro spécial de l'anniversaire du programme Histoire et civilisation, qui a 15 ans cette année. Et donc, je vais laisser Charles vous parler de la revue et des célébrations, en fait. Ben oui, resalut à tous. Merci Marie. Écoute, ce fut passionnant. Moi, je rajouterais une chose, par exemple. Ah, c'est sûr. C'est vrai que l'histoire, ça fonde la méthodologie, la capacité de travail, la rigueur. C'est vrai que ça forme des meilleurs êtres humains, plus sensibles et plus ouverts et plus compréhensifs à la différence. C'est vrai tout ça, mais ça rend surtout la vie plus intéressante.
C'est vraiment ça, moi, je pense, qui ressort de ça. Moi, ma spécialité, c'est l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'urbanisme, l'histoire de l'art aussi. Quand on voyage, là, puis qu'on a l'histoire comme carte dans notre bagage, ben tout s'illumine, tout devient intéressant. On ne fait pas que des voyages viticoles ou gastronomiques, là, on fait des voyages qui s'intéressent à toutes sortes de choses. Et pour notre société aussi, pour notre vie quotidienne, ça ouvre des perspectives qui sont insoupçonnées pour ceux qui ne maîtrisent pas les clés de l'histoire. En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, au quotidien, font que jamais je ne regretterai d'avoir choisi ce parcours-là, que j'y travaille, bien sûr, mais je n'y aurais pas travaillé et ça aurait contribué, je pense, à améliorer ma vie. La vie est meilleure. D'ailleurs, vous avez l'air des gens très épanouis, vous autres aussi, ce qui fait que ça me confirme dans cette direction-là. Ceci dit, je vous ai annoncé tout à l'heure qu'on fêtait les 15 ans d'Histoire et civilisation. C'est vrai, nous avons accueilli notre première cohorte au Cégep de Sherbrooke à l'automne 2005. Donc, théoriquement, on aurait dû fêter ça cet automne, mais bon, je ne sais pas, c'était peut-être moins propice pour diverses raisons. On a décidé de repousser un peu les célébrations, puis on s'est dit, ben pourquoi pas, la soirée carrière, c'est quand même quelque chose qui pourrait permettre de présenter le fruit de notre travail là-dessus. Donc, Histoire et civilisation, donc, a 15 ans de formation d'étudiants. On voit qu'on en a plusieurs. À chaque année, il y en a sur le panel. Hein. C'est quand même significatif de notre potentiel de création de passion, je pense. Donc, l'idée nous est venue, vous savez, j'ai parlé du cours de Marie, activité d'intégration, dans lequel cours les étudiants sont contraints d'être présents ici ce soir pour participer à la dimension orientante de la soirée carrière. C'est aussi le cours où on réalise notre revue de programme qui s'appelle « Les dossiers Histoire et civilisation », une revue où les étudiants vont produire des numéros thématiques variés sur divers sujets qui les intéressent. Ça arrive à la fin du DEC. Donc, c'est notre revue de programme qui, entre autres, est associée d'un ISSN qu'on dépose à la Bibliothèque et Archives Canada. Donc, c'est une revue officielle. Là. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Chaque année, on en produit des numéros. Et cette année, on s'est dit, ben là, il faudrait bien faire un numéro spécial pour les 15 ans, ce qui fait qu'on s'est attelé à la tâche et on a produit ça. Là, on s'est beaucoup interrogé sur la couverture. Qu'est-ce qu'on met là-dessus? On met-tu une face de quelqu'un? On met-tu quelque chose d'intéressant visuellement? Puis là, finalement, on s'est dit, ben là, c'est quand même, les revues sont l'apothéose, l'épreuve synthèse de notre programme. Mettons donc la séquence de sélection de nos revues et ça donne ce résultat-là. Je vais vous montrer l'intérieur tout à l'heure, mais j'en ai des exemplaires ici. C'est une revue de 48 pages. C'est quand même un bon document. Et ça nous permet à la fois d'avoir créé un outil de mémoire, mais aussi un outil promotionnel, parce qu'on y raconte les grands moments marquants de la vie du programme. Mais on a aussi contacté 12 anciens et anciennes étudiants et étudiantes du programme pour leur poser à peu près les mêmes questions qu'on vous a posées au fond. Là, quel était votre parcours professionnel? Nous, ça élargit encore plus parce que plusieurs ne vont pas en histoire. Hein. Il y en a qui vont en droit, il y en a qui vont en politique, mais il y en a beaucoup qui vont en histoire quand même parce qu'on en a 7 sur 12 qui ont fait des parcours en histoire. C'est assez impressionnant. Et on leur a demandé donc quel a été votre parcours, puis dans un deuxième temps, comment Histoire et civilisation a été significatif de tout cela. Et évidemment, la méthode de travail, tout ça revient encore une fois là-dedans. Et il y en a un qui a dit ça donne une meilleure vie et un meilleur regard sur la vie. C'est ces paroles que je vous transmets aujourd'hui. Donc voilà. Donc on a un premier document, une première section qui est les moments marquants de la vie du programme, là, comment ça se passe en Histoire et civilisation. On a 12 témoignages d'étudiants et à la fin, j'ai rédigé l'historique du programme parce que, bon an, mal an, je suis quand même coordonnateur du programme depuis 2006, ce qui veut dire la 15e année. Là.
J'ai vécu le programme Histoire et civilisation depuis sa fondation, ce qui fait que je suis aussi en bonne partie la mémoire du programme et j'ai décidé de... Ben, c'est parce que souvent, les postes au cégep, il y a Oui, on est mal beaucoup parti. de gens qui quittent et qui changent de personnel. Les choses s'oublient vite, tandis que si quelqu'un reste de façon un peu plus pérenne, ça assure peut-être un meilleur souvenir. Donc, qu'est-ce que ça a de l'air à l'intérieur? Donc, j'en ai des exemplaires ici. Nous, on s'en sert comme outil promotionnel. Évidemment, on va envoyer ça à tous les conseillers d'orientation du secondaire parce que notre but, c'est d'avoir de plus en plus d'étudiants pour pouvoir vous en envoyer de plus en plus via la passerelle. Hein. On s'entend que c'est comme une espèce de vase communicant. Là. Quand on aura plus d'étudiants, vous en recevrez plus probablement en histoire. Là, je parle évidemment aux enseignants d'histoire que je vois dans la salle ici de l'université. Donc, à l'intérieur, ça a l'air de ça. Donc, il y a d'abord une première section qui rappelle les moments du programme. Là, je vous ai juste mis des extraits, là, je ne vous montrerai pas les 48 pages de la revue. Donc, une première section qui nous montre nos voyages à Québec, nos voyages en Europe. On me voit dans ma prime jeunesse devant les ruines du château de Rochester, ici, sur la photo en bas. Donc, on a commencé à aller en France-Angleterre, on faisait des voyages. Après ça, on a bifurqué vers les États-Unis. Et là, aujourd'hui, on a un projet de voyage à Auschwitz et en Pologne pour aller voir, évidemment, le camp de concentration et toute la réalité de la Shoah. C'est notre nouveau bébé qui est en gestation. D'ailleurs, Philippe et Frédéric Moisan, qui ont participé, Frédéric a participé à l'école d'été, sont nos profs dynamiques qui ont décidé de mettre sur pied cette nouvelle destination. Ensuite, vous avez des témoignages d'étudiants. Donc, que sont-ils devenus, ces étudiants-là? Je sais qu'il y en a dans la salle. J'ai vu Joannick, je savais qu'elle viendrait, donc j'ai décidé de mettre sa page, mais il y en a 12 pages comme ça où vous pouvez lire 2 petits paragraphes qui nous présentent leur parcours et comment Histoire et civilisation a été significatif dans leur vie. Évidemment, Caro a une page à son effigie et ce projet-là, ce n'était qu'une amorce parce que là, ce qu'on veut faire maintenant, ce sont des petites vidéos ou des petits podcasts qu'on va mettre en ligne. Eh bien, Philippe, tu pourrais être un des prochains, là. Ça ne sera pas dans une publication comme ça, mais ça va avoir une autre forme, là. Voilà, donc ça donne ça. Puis ensuite, vous avez toute l'historique du programme qui fait une dizaine de pages. C'est quand même assez complet, puis ça vous donne une idée de tout cela. Vous savez, Histoire et civilisation, vous ne savez peut-être pas, mais l'idée du ministère derrière Histoire et civilisation, c'était d'actualiser et de moderniser le cours classique sans l'étude qui a été construit selon cette perspective, où la lecture des documents fondateurs de la civilisation occidentale sont au centre de nos préoccupations. Donc, on commence déjà à lire les auteurs très tôt, et c'est probablement le programme qui mise le plus sur l'érudition et la lecture des auteurs. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment un programme qui prépare à toutes sortes de choses à l'université, bien sûr à l'histoire, mais à toutes sortes d'autres choses. Et évidemment, le cours classique était fondé dans la grande tradition des arts libéraux. C'est pour ça que je vous ai mis une petite image ici qui représente les arts libéraux. Ceci dit, on regarde vers l'avenir, bien sûr, et ça me permet de revenir sur la question de notre passerelle deck-back. On en parle passablement depuis le début de la soirée. C'est quand même une réalité qui nous habite de plus en plus. On en raconte d'ailleurs l'apparition dans l'historique du programme dans la revue. C'est quand même notre dernier élément important qui vient marquer la vie du programme. Mais on a parlé de plusieurs volets de cette passerelle-là, l'organisation d'événements comme la soirée carrière, les 3 cours crédités si on poursuit à l'université en histoire. On a parlé de l'école d'été, mais il y a un 4e volet. On reçoit aussi des stagiaires du département du programme d'histoire qui viennent travailler avec nos profs d'histoire au cégep. Et la revue que vous contemplez en ce moment est le pur produit de cette collaboration deck-back parce que la mise en page a été faite par Henri Dion. Je ne sais pas s'il est dans la salle ou en ligne. Je ne l'ai pas vu ce soir. En tout cas, je voudrais le remercier. C'est lui qui, en tant que stagiaire de l'université, dans le programme Histoire et civilisation, mais aussi dans les autres cours d'histoire du cégep, qui a fait la mise en page de notre revue selon les standards de la revue du programme de façon
assez exceptionnel, je pense. Si vous avez envie de venir en feuilleter, j'en ai plein d'exemplaires ici aussi. Et de surcroît, Henri est un ancien d'Histoire et civilisation, comme quoi il y a vraiment une relation organique entre nos deux programmes. C'est quelque chose de fondamentalement, je pense, inaliénable qui va demeurer pour le futur. Donc voilà, je suis heureux de vous voir tous ici et de célébrer avec vous ces 15 ans d'Histoire et civilisation. On espère peut-être actualiser le programme dans les années qui viennent, c'est-à-dire le rendre encore plus pertinent, plus intéressant, plus formateur. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'on est une bonne équipe pour pouvoir concevoir un programme qui sera tout aussi intéressant, sinon plus intéressant encore que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, je vous remercie et je vous invite, ceux que ça intéresse, de venir feuilleter notre revue. Merci beaucoup. Alors, notre soirée tire déjà à sa fin. C'était une belle soirée, n'est-ce pas? J'ai des remerciements, bien sûr, à faire, hein, parce que ça a demandé beaucoup d'énergie, de mise en commun, d'efforts pour l'organisation de cette soirée. Alors, je vais vous nommer les personnes qui se sont impliquées dans cette organisation. Mais avant, je veux remercier Marie, elle est encore là, pour son animation. Bien sûr, bravo, on peut l'applaudir. Et nos invités, bien sûr, aussi. Je veux souligner très chaleureusement la contribution de la professeure Christine Hudon, historienne de formation et de métier aussi, vice-rectrice aux études, ainsi que celle de Madame France Mignette, j'ai un peu de misère avec mon éclairage, qui est vice-rectrice adjointe et qui, toutes les deux, là, vous avez vraiment fait en sorte qu'on puisse avoir cette merveilleuse salle ce soir. Donc, c'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à tous les membres du comité organisateur. Donc, Stéphanie Lantier, qu'on a nommée tout à l'heure. Merci Stéphanie, bravo. Elle le mérite. Benoît Grenier, Marie Bolduc, Charles Bourget, Coralie Plante, qui est étudiante au baccalauréat, et puis Maxime Lachance du programme Histoire et civilisation. Merci à vous. Pour la conception et la réalisation de la magnifique affiche de la soirée, vous l'avez sans doute vue, oui, elle est toujours projetée. Merci à la talentueuse Claudia Ménard, qui est finissante au baccalauréat. Elle a des fans. Notre gratitude va aussi à la généreuse équipe du Centre culturel, sans qui cette soirée n'aurait pas été possible. Donc, je nomme Madame Geneviève Lacombe, agente au service de la clientèle, Messieurs Gilles Jean et Jean Grondin, techniciens de la scène, David Larouche, technicien au comptoir du prêt de l'audiovisuel. Merci à vous. Alors, en terminant, merci à vous, cher public, que vous soyez dans la salle ou par Facebook Live. Ça a été une belle soirée. Soyez prudents sur la route du retour et on se dit à l'année prochaine. Bonsoir tout le monde.